Peut-on réellement, en tant que chrétien, influencer la cité sans se perdre dans ces jeux de pouvoir? C'est tout le cœur de notre échange dans cette émission intitulée « Sel et lumière de la cité, l'engagement du chrétien au service de la société ». Je vous dis à tout de suite et que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, bonsoir chez vous. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos pensées et vos cœurs en Jésus-Christ. Bienvenue dans votre émission à l'image de Christ. Alors aujourd'hui, nous recevons une invitée très spéciale et je lui laisserai le soin de se présenter et de nous dire qui elle est. Nous savons déjà. Et bonsoir, pasteur. Bonsoir. Alors, bienvenue encore dans notre émission à l'image de Christ. C'est un plaisir pour moi. C'est un plaisir pour nous également. Et est-ce que, en quelques mots, vous pouvez vous présenter brièvement qui vous êtes, ce que vous faites, et voilà. Donc, je suis Peggy Nandon, pasteur, comme ça a été dit, formatrice aussi, coach, écrivaine, épouse, mère. Et aujourd'hui particulièrement, je suis en charge au sein des églises Impact Centre Chrétien de la supervision de certaines zones, certaines églises. C'est-à-dire que je travaille à l'implantation et au développement des églises dans certaines zones, notamment le nord de la France, le Gabon et puis récemment la Nouvelle-Calédonie. Et c'est mon action principale. Et au-delà de ça, quand j'ai du temps, j'écris des livres. Ok. J'écris des livres et je m'occupe de ma famille. Ok. Et aujourd'hui, nous avons pu, en suivant votre actualité, voir que vous êtes candidate de la diaspora Oui. aux législatives. Et je souhaite commencer comme ça en vous demandant, déjà, on a vu toute cette tournée européenne-là. Oui. Alors, comment ça s'est passé? Alors, il faut comprendre que cette tournée française, européenne et bientôt américaine, parce que dès le mois de septembre, on va commencer le Canada et les États-Unis, c'est parti de mon livre. C'est parti justement de ce livre que j'ai écrit, « Osez être vous-même ». Et plusieurs personnes de mon équipe qui l'ont lu se sont dit, mais justement, on est dans une phase où on demande aux gens d'oser, de s'engager. Et ce livre parle clairement de cela, d'oser vraiment déployer tout ce qu'on a dedans de nous. Et moi, ça faisait longtemps que je m'intéressais à la politique, je m'intéressais vraiment à la condition du Gabon. Et c'est un de mes amis qui m'a dit, mais justement, pourquoi ne pas créer un concept Oser Tour qui allierait exactement les éléments de ce livre-là avec justement la vision que tu as pour le Gabon. Et c'est comme ça que c'est parti. Donc depuis pratiquement 2 mois, nous avons commencé par la France, nous avons commencé l'Europe il y a de ça 2 semaines. Nous sillonnons la France pour aller à la rencontre des Gabonais. Parce que je pars du principe que comme c'est la première fois justement que la diaspora a l'opportunité de pouvoir voter ses députés, il était important de faire ce qu'on appelle la pédagogie politique. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est commun. Les Gabonais de la diaspora savent voter pour les élections présidentielles, mais il ne leur a jamais été donné l'opportunité de voter pour les législatives. Donc on s'est dit, il serait bien de faire une sorte de campagne de sensibilisation où nous allons auprès des Gabonais leur expliquer en quoi c'était important d'avoir les députés de la diaspora, mais aussi avoir leur retour et leurs différentes propositions pour venir dans un second temps maintenant leur proposer un programme qui serait un programme issu de leur retour. Pour que ça colle le plus possible à leurs attentes. Parce que la diaspora a des attentes, la diaspora a des défis. Et nous avons fait pratiquement, nous sommes
presque 10 villes déjà. Nous avons fait Orléans, nous avons fait Nantes, nous avons fait Rennes, nous avons fait Poitiers, Béziers, Montpellier, Nîmes, Toulouse, enfin Genève, Bordeaux, on a fait tellement de villes. Et là, comme je l'ai dit, en septembre, on commence le Canada, on enchaîne aux États-Unis et on revient en Europe. Waouh! Et je pense que toutes ces démarches-là ont un coût quand même. Ont un coût, je pense quand même. Parce que je vois sur la majorité de vos vidéos, il y a des gens avec qui vous échangez, vous discutez. Est-ce que vous avez une équipe ou vous êtes juste seul et voilà? Oh non, ce n'est absolument pas possible de faire ce que je suis en train de faire seul. Il y a une grosse machine derrière. Et c'est vrai que la grâce que nous avons, c'est que nous nous appuyons énormément sur les églises Impact Centre Chrétien. Je suis pasteur d'Impact Centre Chrétien et j'ai la grâce d'avoir des églises Impact Centre Chrétien un peu partout. Il y en a un peu partout. Donc, dans chaque endroit où nous allons, nous avons déjà une logistique qui nous attend. Nous avons déjà une mobilisation qui a été préparée. Nous avons des personnes qui ont travaillé en amont, qui ont vraiment fait un travail de sensibilisation. On a énormément d'aide, mais c'est vrai que financièrement, ça c'est un coût parce que lorsque je compare à ceux qui candidatent ici, eux ils prennent, au meilleur des cas, ils prennent leur voiture, ils mettent au carburant, ils s'en vont trouver les personnes dans leur circonscription. Moi je postule pour le second siège, c'est-à-dire Europe, Amérique, Asie, Océanie. Ça veut dire que c'est beaucoup de déplacements. L'Europe, c'est rien que la France. On prend des trains pour aller de telle ville à telle ville. C'est une très grosse circonscription qui demande des moyens colossaux. C'est vraiment énorme. Et il faut le dire clairement, je suis indépendante. Donc, pas de financement public. C'est des soutiens, effectivement, mais c'est vrai que c'est conséquent en termes de budget. Et ça n'a rien à voir avec Donc, je comprends que ça demande du cardio, comme on dit ici. Oh oui. Mais vous savez, ce que je dis souvent, c'est que lorsqu'on est passionné par ce qu'on fait, on ne sent pas. Ça fait 2 semaines que je parcours, 2 mois presque, non. Depuis, bon, c'est vrai qu'on s'est un peu posé avant parce que ça, on a commencé avant les élections présidentielles. Mais quand je compte 2 mois, c'est vraiment après les élections présidentielles. Mais on a commencé depuis janvier avec les élections présidentielles. Mais c'est passionnant. Rencontrer. Les Gabonais ne demandent pas énormément, en fait, je réalise. Ils ont besoin qu'on s'intéresse à eux. Ils ont besoin qu'on les écoute et surtout qu'on tienne compte de ce qu'ils disent. Et lorsqu'on aime ce qu'on fait, ce qui est mon cas, moi, je trouve que ça vaut la peine. Ça vaut la peine de payer le prix physiquement. Ça vaut la peine de payer le prix financièrement. Ça vaut la peine même de payer le prix intellectuellement parce que derrière, il y a un gros travail intellectuel aussi qui est fait pour pouvoir proposer des solutions, du moins, proposer des solutions concrètes aux besoins qui sont émis. Donc oui, ça demande du cardio, mais on aime ça. Mon équipe et moi, on aime ça. Ok, je voulais savoir comme ça, qu'est-ce qui vous a poussé à franchir ce pas dans un monde qui, plus ou moins, vous est un peu étranger? Alors, mon pasteur, l'apôtre Ivan, dit souvent ceci: gérer les hommes, c'est le métier le plus difficile de la terre. Et je le crois vraiment. Et moi, j'ai toujours été persuadée que la foi chrétienne ne doit pas rester enfermée dans les murs de l'Église. Lorsque j'entends les prédications de mon pasteur, lorsque je lis la Bible, et surtout ces dernières années, l'apôtre Ivan nous enseigne beaucoup sur conquérir les territoires, les sphères d'influence, qu'il est temps de lever une nouvelle génération de Néhémie, de Daniel. Et moi, je crois à ça parce que la Bible dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Donc, pour moi, aujourd'hui, mon engagement politique n'est qu'un prolongement de mon engagement spirituel. Il était logique pour moi, en tant que celle de la terre et lumière du monde, de me positionner comme une solutionneuse de problèmes. D'où mon engagement politique. Parce que je me suis dit, c'est la politique qui régente notre vivre ensemble. C'est la politique qui décide de tout. Oui, nous avons la prière, mais la Bible dit que la foi sans les œuvres, elle est vaine. Et où est-ce qu'on va
montrer ses œuvres. Ce n'est pas dans l'Église. L'Église, et l'apôtre Evangelista nous enseigné, l'Église est un centre de formation, un centre d'équipement afin d'aller briller dans le monde. Parce que les ténèbres, la lumière, je dis souvent que l'Église, c'est un assemblage de plusieurs lumières. Donc c'est pas là où on est censé briller. On est censé s'aiguiser, on est censé s'équiper afin d'aller briller dans les différentes sphères d'influence. Et pour moi, c'est à ça que ça sert. La foi chrétienne sert à aller influencer de façon positive les différentes sphères d'influence. Et moi, je me suis positionnée dans la sphère de la politique. Parce que j'avoue que depuis que je suis petite, et comme je le dis souvent, c'est un témoignage que je fais souvent, j'ai le petit frère de ma mère, Jean-Philippe Oyono, qui était un grand journaliste ici. Et très tôt dans mon enfance, j'ai toujours admiré. Et j'ai toujours voulu faire ça. Donc aujourd'hui, je me dis, c'est peut-être pas le journalisme, mais au moins, je pourrais faire la politique qu'il commentait. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis lancée en politique. Ok, ma deuxième question est la suivante. Comment concrètement votre foi en Christ influence votre vision de la société, votre vision politique? Alors ma foi en Christ est le socle de toute ma vie. C'est la foi qui m'enseigne la justice. C'est la foi qui m'enseigne l'équité. C'est la foi qui m'enseigne la compassion, la vérité. Et pour moi, justement, dans la mesure où je m'appuie sur la foi, je pars du principe que ce sont des valeurs qui me portent et ce sont des valeurs que j'aimerais partager dans n'importe quelle sphère d'influence, même dans ma propre famille. Aujourd'hui, je me dis, c'est cette vision-là que j'aimerais apporter à un autre niveau. Comme j'ai dit, pour moi, la foi chrétienne doit être démontrée de façon concrète, en prenant soin des personnes, en aidant, en accompagnant, en portant ces valeurs-là et en les vulgarisant, en les divulguant de sorte que plusieurs personnes puissent y adhérer. Et pour moi, la politique est un enjeu essentiel, justement, du moins une sphère fondamentale, une sphère importante pour que ces valeurs-là soient justement mises en pratique et enseignées. Donc oui, moi, ma foi chrétienne me guide dans tout ce que je suis en train de faire et encore plus dans ce domaine-là. Ok. Et l'autre question qui nous intéresse et qui intéresse particulièrement ceux qui nous regardent, qu'est-ce que vous comptez concrètement apporter de nouveau? La question est, est-ce que la question doit être, qu'est-ce que j'apporte de nouveau, bien qu'est-ce que j'apporte de façon concrète? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la diaspora n'a jamais eu l'opportunité d'avoir un député. C'est-à-dire que les problématiques de la diaspora n'ont jamais été discutées au niveau de l'Assemblée nationale. Et c'est une nouveauté. Donc je me positionne... En fait, je réalise tout simplement que ce que je fais à petite échelle au sein des églises serait tout aussi bénéfique au sein de la nation. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, Impact Centre Chrétien, c'est une grande église où je rencontre beaucoup de Gabonais de par le monde, parce que je voyage énormément de par ce travail-là. Et les difficultés dont les Gabonais me font part dans les différentes églises Impact Centre Chrétien, je les retrouve aussi quand je rencontre des Gabonais hors Impact Centre Chrétien. Bon, prenez par exemple une difficulté concrète auquel c'est... Aujourd'hui, concrètement, on parle de quoi en ce moment? C'est une problématique, c'est un problème qui a été posé. On parle aujourd'hui de réduire les bourses, du moins pas de réduire, de supprimer. Bon, je pense qu'ils sont en train de revoir certaines choses, mais de supprimer les bourses des étudiants. Ce qui, pour moi, est une décision qui doit être mûrement réfléchie. Je crois que j'ai fait une communication dessus, il y a de cela quelques semaines, où je disais, on a affaire, il faut comprendre qu'il y a de cela 30 ans, quand moi je suis arrivée en France, ça va bientôt faire 30 ans que j'arrive en France, la diaspora gabonaise était essentiellement estudiantine. Les Gabonais étaient connus comme étant des personnes, dès qu'ils ont leur diplôme, le lendemain même, ils prennent leur bagage et rentrent chez eux. Aujourd'hui, la tendance est en train de s'inverser. Depuis pratiquement une quinzaine d'années, la tendance s'inverse. Les Gabonais s'installent. Et même, je dirais, des Gabonais quittent le Gabon. Des personnes qui travaillaient déjà au Gabon quittent le Gabon pour venir s'installer. Donc, on n'a plus seulement une diaspora estudiantine. On a maintenant une diaspora installée, des personnes qui travaillent et qui ont des problématiques réelles. Donc je prendrai le cas des bourses pour les étudiants. Aujourd'hui, on parle de couper les bourses pour les étudiants. Mais la plupart des étudiants qui sont dans la diaspora ne sont pas forcément les enfants de parents nantis. Aujourd'hui, lorsque l'on parle de couper ces bourses, comment est-ce que ces enfants-là vont faire pour continuer leurs études, avoir des diplômes d'ingénieur, des diplômes de médecin ou même des diplômes de comptable et pouvoir être par la suite des ressources que l'on peut utiliser pour le Gabon si aujourd'hui ils ne peuvent pas arriver au niveau
à la fin de leurs études. Pour moi, ce sont des choses qu'il fallait défendre à l'Assemblée nationale. Il faut défendre ça, parce que la diaspora, c'est le logement, c'est les factures, c'est les transports, c'est énorme, c'est conséquent, et ces personnes-là sont seules la plupart du temps, ces enfants-là. Lorsque l'on parle de ceux qui sont installés sur place, ce qui est mon cas exactement, oui, nous sommes de la diaspora, oui, nous vivons à l'étranger, mais nous sommes attachés à notre pays. Nous voulons faire des choses pour notre pays. Entre ceux qui veulent rentrer, parce que pas plus tard qu'hier encore, je parle avec un jeune étudiant qui est en train de finir ses études et qui compte rentrer dans la diaspora, au Gabon. Il faut préparer ça. Comment est-ce qu'on prépare un retour au pays pour ceux qui sont là-bas, qui ont déjà une certaine condition de vie? Qu'est-ce qu'on leur garantit? Il faut discuter de cela à l'Assemblée nationale. Il faut faire des propositions de loi qui vont tenir compte de ces réalités-là. Et ceux qui sont sur place, qui, bien qu'étant sur place, veulent investir quand même au Gabon, qu'est-ce qu'on met en place pour eux? Il y a toutes ces choses pour lesquelles aujourd'hui on a l'opportunité d'avoir quelqu'un, et je me propose être cette personne qui est le porte-voix pour dire nous avons des défis, mais nous pouvons aussi être des solutions pour l'avancement du Gabon, la construction de cette 5e République dans laquelle nous sommes. La diaspora est un vivier de compétences. La diaspora est un levier économique dont il faut tenir compte aujourd'hui. Et pour cela, il faut quelqu'un qui aille discuter à l'Assemblée nationale et faire comprendre ces choses, que les Gabonais de la diaspora ne sont pas des Gabonais de seconde zone. Non. Longtemps oubliés, mais ils sont toujours restés attachés à leur pays. Moi, principalement.